Bonsoir à tous. Bon, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Quand je vous dis qu'ils ont de l'avance sur nous, et ça va avec précision ce que sera notre quotidien 50 ans en avance, pour illustrer mes propos, je vous mettrai des séquences visuelles de Lina et aussi des extraits du livre Au seuil du jardin d'André Ardelais, ainsi que des extraits du film qui en est issu, Il, de Jean-Jacques Simon. Et enfin, je ferai le lien avec le livre Voyage en kaléidoscope de Irène Hillel-Erlanger. Et je vous expliquerai comment et pourquoi les gens qui étaient au courant des plans technologiques des élites sont morts pour avoir parlé ou ont été censurés. Et surtout, pourquoi le fait que certains parlent à un mauvais timing, c'est-à-dire 50 ans ou 100 ans trop tôt, ces gens-là sont effacés de l'histoire. Et surtout le fait de parler trop tôt et la façon dont ils en parlent. Je vais mettre de courts extraits de Lina, sinon je risque d'être bloqué. D'ailleurs, c'est une honte, car les archives audiovisuelles françaises, l'INA c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, devraient appartenir à tout le monde, étant donné que c'est public et que c'est nous qui payons la redevance audiovisuelle. Or, par expérience, je sais que si vous mettez des extraits de l'INA, c'est eux qui bloquent le plus de vidéos. C'est eux qui ont fait sauter le plus grand nombre de mes vidéos. Alors dans ce premier extrait, on peut voir avec stupéfaction que les smartphones et les scènes de rue, où les gens sont obnubilés par leur téléphone, étaient prévus dès les années 50. Et la rue présentera un singulier spectacle. De chez lui, il est en liaison avec le central de son entreprise et peut recevoir tous les documents dont il a besoin pour ses travaux. Pour son fils, l'école n'existe plus. 3 matins par semaine, un enseignement audiovisuel lui est programmé directement dans sa chambre sur ses appareils récepteurs. Body that falls possesses weight. Those that do not fall have no weight. Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger. Il peut à tout moment vérifier l'état de son compte, de ses crédits, de son état bancaire. Il peut même obtenir instantanément une photocopie de n'importe laquelle de ses pièces comptables. Cet appareil à correspondance permet de transmettre n'importe où dans le monde. Dans ces autres extraits, on peut voir tour à tour un homme qui reçoit des documents de son entreprise à distance et qui peut les consulter chez lui. L'enfant qui suit des leçons audiovisuelles sur son écran, également sur son ordinateur. Sauf que là, c'est des images des années 60, et il y avait déjà un ordinateur personnel, et on a l'impression qu'il regarde une vidéo sur YouTube. La maman fait des achats sur ce qui semble être Internet, et elle peut commander en ligne. Le monsieur peut consulter ses comptes en ligne, et même imprimer des documents. Et enfin, il peut écrire des sortes de mails qui sont transmis dans le monde entier. Alors, quel est le rapport avec l'excellent livre de l'incroyable poète André Ardelais, qui a été complètement oublié depuis, comme par hasard? Et je vais vous dire un truc qui est étonnant, ça faisait très longtemps que je voulais acquérir ce livre physiquement, Au seuil du jardin, parce que il était introuvable en ligne. Quand je vous dis introuvable, c'est que, croyez-moi, je sais chercher, et je trouve toujours une copie numérique de n'importe quel livre, même les plus obscurs. Et ça, comme par hasard, ce livre n'est pas disponible en e-book de façon commerciale, ça peut arriver. Il n'y a aucun scan qui existe, et encore plus louche, il y a 1 ou 2 fichiers PDF que j'ai réussi à trouver, il y en a un qui est caviardé et un autre qui est, le fichier est complètement vide. C'est un fichier EPUB complètement vide, ça c'est la première fois que je vois ça. Je me disais, mais tiens, mais qu'est-ce qui peut déranger à ce point-là dans ce livre? Enfin, c'est bizarre, on dirait qu'au moins... Alors on peut pas interdire un livre de nos jours, mais on peut limiter, limiter la portée, en rétrécissant au maximum l'accès à ce livre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est sorti il y a 50 ans, voilà, on peut plus l'interdire, mais petit à petit,
comme dans le livre 1984, on réduit les choses, on réduit le vocabulaire des gens, on réduit l'accès à certains livres, etc. Et petit à petit, la chose ne va plus exister. Et comme par hasard, enfin je veux dire, André Ardelais, qui est un remarquable écrivain, on n'en entend plus parler aujourd'hui, alors qu'on entend parler d'autres écrivains et poètes comme Yves Bonnefoy ou plein d'autres. Et je trouve ça étrange, et d'autant plus que donc c'est par Serge Hutin, le premier que j'avais entendu parler de ce livre, dans le livre de Serge Hutin, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, dont je vous ai parlé si souvent. Il parle donc du roman de André Ardelais, Au seuil du jardin. Et il me cite des extraits qui m'avaient vraiment interpellé. Je m'étais dit, tiens, il faut absolument que je lise ce livre. Notamment un passage d'André Ardelais qui disait vous avez pu sentir derrière les successions de gouvernements politiques, vous avez pu sentir une ligne directrice malgré les gouvernements qui se succèdent. Et ça prouve par là même que une élite secrète qui pilote les choses. Je vous dis la synthèse de ce qui est dit, c'est pas la citation exacte. Et par ailleurs, Serge Hutin, toujours dans le même livre, Gouvernants invisibles, nous parlait de Voyage en kaléidoscope de Irène Hillel Erlanger, dont je vous avais lu l'ouvrage il y a 3 ou 4 ans. Une histoire fort étrange aussi à propos de ce livre. Et je vais faire le lien dans la fin de la vidéo entre ces deux ouvrages. Et comme par hasard, celui-ci est toujours difficile à trouver, et il l'était encore plus il y a quelques décennies, je vais vous expliquer. Donc comme par hasard, ces deux ouvrages, je vous souhaite quand même du courage pour mettre la main dessus. Peut-être pas Au seuil du jardin, physiquement vous pouvez avoir un exemplaire, mais vous pouvez vous lever tôt pour avoir une version numérique. C'est-à-dire pour travailler dessus, c'est-à-dire faut pas se mentir, c'est-à-dire ça va limiter les gens qui font des recherches universitaires ou de simples bibliophiles sur ces ouvrages et qui ne souhaitent pas acheter un exemplaire physique. Eh bien, ils vont finir par laisser tomber et ils vont passer à autre chose. Donc, il y aura une personne sur 100 qui va avoir le courage de finalement acheter le livre physique. Donc, bien sûr, ça limite les choses. Alors, quel est le rapport avec tout ça? Déjà, je vais vous mettre des extraits du film Il, qui n'est pas un film incroyable, c'est juste qu'il a le mérite de reprendre l'histoire du roman Au seuil du jardin. Et il y a quelques passages très intéressants que je voulais vous montrer. Allez, venez vous allonger là. Allongez-vous. Allez. Voilà. Et puis détendez-vous. Allez. Fermez les yeux pendant que je procède à quelques préparatifs. Allez fouiller dans votre imagination, dans votre mémoire, dans vos souhaits les plus secrets. Allez! On ne supprime pas comme ça les gens comme nous. Vous devriez savoir cela. Nous sommes nombreux, innombrables, c'est le mot. Mais voyez comme les choses sont bien faites. Vous autres, vous l'êtes au moins autant que nous. On lutte contre des fantômes au jour le jour, chacun dans son coin, enfin rien. Alors j'ai voulu faire quelque chose, moi. Inventer un coup de fouet. Et leur mettre les yeux en face des trous. Avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais je crois que vous avez trouvé. Et je comprends aussi pourquoi on vous traque. Ah, ce serait tellement beau, maçon. Un monde juste. Hein? Un monde qui voit clair. On ne pourrait pas berner à longueur de vie. Hein? Qui vous envoie? Question sans intérêt. Mais alors ce sera la manière forte. Il va falloir que Swen ait un accident, quelque chose comme une huître pas très fraîche. Vous voyez ce que c'est? Voilà bien le danger de cette machine. Elle permettrait de voir les choses aussi crûment que je vous vois.
d'apercevoir enfin le cœur même des mécanismes d'oppression et de contrainte. Un véritable chef-d'œuvre. Donc, une chose parfaitement intolérable. Vous n'aviez aucune chance, croyez-moi, aucune. Pour qui travaillez-vous? Mon cher maçon, nous vivons dans une société très fortement hiérarchisée, très rigide. Beaucoup de ses pouvoirs s'en trouvent amoindris. C'est pourquoi il existe, il a toujours existé, parallèlement à tous les pouvoirs, toutes les administrations, des organismes occultes, infiniment plus souples et plus efficaces, souterrains, qui restent debout quoi qu'il arrive. Et vous avez devant vous l'un de ces modestes rouages, Maçon, rappelez-vous, si les grands peintres meurent souvent très vieux, c'est qu'ils ne s'occupent que de peindre. Donc voilà la raison pour laquelle cet ouvrage et ce film, alors ce film, moi j'ai réussi à en avoir un exemplaire en VHS, mais ça aussi, je souhaite bien du courage pour trouver ce film, alors que par exemple plein de films, des petits films obscurs de l'INA des années 60, etc., surtout que c'est une production de l'ERTF, sont disponibles, et celui-là n'est plus disponible comme par hasard. Donc il a le mérite de reprendre le livre d'André Ardelais. Je vais vous lire quelques passages du livre d'André Ardelais que j'ai commencé à lire, hein. Vous n'aurez pas tous les extraits, mais quelques passages qui vont vous intéresser. Je cite: « Je cherche toujours ce qu'il y a derrière l'intention, si vous préférez, l'autre côté des choses, le but secret. Voilà, je suppose que le monde me propose une énigme. Il me montre une de ses faces, à moi de trouver l'autre, ou les autres. Je ne vois qu'une mauvaise copie, il me faut découvrir l'original. » Autre passage intéressant, lié sans doute à une idée de jouet, la réminiscence dilata le présent jusqu'à des zones d'ordinaire inaccessibles. Un petit peu plus loin, son sujet lui avait été fourni par un rêve dont l'insistance à se reproduire lui semblait un avertissement. Un petit peu plus loin. Ce que proposent vos tableaux, ce qu'ils vous rappellent et me rappellent également, comme s'ils venaient d'un fond, d'un passé commun, encore accessible à certaines consciences. Un peu plus loin, nos souvenirs sont immatériels, hors de l'espace et du temps. Qui sait s'ils s'anéantissent à jamais? Un petit peu plus loin, le salut réside dans ce sentiment d'être dépossédé de quelque chose qu'on doit conquérir à tout prix. Votre œuvre est là pour vous prouver qu'une vérité subsiste en dépit du temps, en dehors de vous-même. Le paradis perdu ne devient accessible qu'à ceux qui s'en souviennent, et dans le fond, vous préférez votre regret à l'oubli. Renonceriez-vous à peindre contre l'assurance d'une médiocrité satisfaite? Voilà, ce ne sont là que quelques extraits, mais je peux d'ores et déjà vous dire que l'ouvrage d'André Ardelais parle d'une machine à rêver. Il parle d'une machine où, dans le fond, l'espace et le temps n'ont plus d'importance, puisque ça nous permet, si vous voulez, d'avoir instantanément accès à ce qu'on pourrait appeler les archives akashiques de l'univers, le passé, le présent, le futur, et de pouvoir modifier cette réalité, ou du moins voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire vous rêvez de personnes, et vous voyez en fait quelle est leur substance. Cette personne est diabolique, alors que cette autre-là, malgré les apparences, c'est une personne gentille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous permet de revenir dans la réalité et d'ajuster votre comportement face à la vie, face aux personnes qui vous sont familières, avec la vraie vision des choses. Et le roman sous forme surréaliste donc d'Irène Erlanger, qui voyage en kaléidoscope, parle de la même chose, entre autres. Hein. Il s'agit non pas exactement d'une machine à rêver, quoique elle en parle également dans le livre, parce que vous avez un monsieur Joz, qui est l'inventeur de plusieurs inventions, plusieurs machines, et on nous parle notamment de lunettes spéciales qui font voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je vais essayer de vous retrouver un passage. Donc, bien évidemment, pour moi, André Ardelais fait référence au livre d'Irène Hillel-Erlanger, surtout que dans le film de Simon, donc Ils,
ce qui est très bien vu, c'est qu'il y a une référence qui est faite à Irène Hillel Erlanger, c'est-à-dire que dans le film, on a ces espèces d'hommes en noir qui en fait interviennent à chaque fois que il faut faire taire quelqu'un, c'est-à-dire que on voit qu'ils essaient de visiter l'appartement de ce vieil homme qui a inventé cette machine à rêver. Ensuite, ils rachètent tout le stock disponible de quelque chose qui devait sortir dans la presse à propos de cette machine à rêver. Et en fait, la personne en question se suicide et eux, ils saisissent immédiatement tout le stock avant que ça parte au journal. Ce qui est aussi d'ailleurs une référence à Voyage en kaléidoscope, puisque je vais vous dire le lien qu'il y a avec l'ouvrage d'Irène Erlanger, c'est que Irène Erlanger avait décidé de publier en 1919 son livre, qui était une sorte d'essai surréaliste, un essai très étrange, parce que si on a le courage d'aller au-delà de la forme un petit peu dadaïste, c'est-à-dire une forme très particulière, assez difficile à comprendre, si on va au-delà de ça, eh bien, il y a des passages qui sont extrêmement troublants, qui nous parlent d'une réalité, enfin si vous voulez, d'objets qui n'existaient pas encore à l'époque, et qui existent 100 ans plus tard maintenant. Puisque non seulement on a les lunettes 3D, on a la réalité augmentée, mais peut-être que d'ici 10 ans, ou plus, je ne sais pas, on aura des sortes de machines à rêver complètement virtuelles, etc. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que Irène Hillel Erlanger s'était mariée à un banquier, mais elle était surtout fille de rabbin. Et paraît-il, son père ou son grand-père, en tant que rabbin, avait même le pouvoir de léviter. Donc, c'est dire que elle avait beaucoup entendu parler, elle connaissait très bien l'enseignement ésotérique de la Kabbale, de la Torah, etc. Et elle connaissait un petit peu les secrets initiatiques de l'univers. Et donc, elle savait ce qu'elle disait, et elle avait décidé, sous une forme un petit peu poétique, de parler de ce qu'elle savait. Et toujours est-il que en 1919, pourtant elle connaissait des gens importants, hein. Il y avait Kees van Dongen qui avait fait la couverture de son essai, si vous voulez, parce qu'elle avait prévu de distribuer une partie à ses invités pour la soirée d'inauguration, et ensuite de diffuser commercialement son ouvrage. Et toujours est-il que quelques mois après, peut-être en début 1920, elle a cette soirée d'inauguration. Elle avait commandé des huîtres pour tous les invités, etc. Et au moment où elle allait présenter son livre, eh bien, intoxication à l'huître. Alors que bizarrement, tous les invités en avaient mangé. Elle mourra quelques heures plus tard d'intoxication. Et paraît-il, c'est Serge Hutin qui nous le dit, dans la panique, etc., les invités n'ont pas pensé à prendre leur exemplaire du livre, mais toujours est-il qu'il en a subsisté un ou deux apparemment, et dès les jours suivants, tous les exemplaires en librairie, etc., enfin à la sortie de l'imprimeur, ont été saisis par de mystérieuses personnes, et on n'a plus jamais entendu parler du livre. Et ça n'est que dans les années 50 ou 60 qu'un alchimiste parisien qui se promenait sur les quais, je ne sais plus s'il s'agissait de Jolivet ou un autre, il tombe par hasard sur un exemplaire d'origine, sûrement qui avait été donné à un des invités, un des exemplaires d'origine, donc avec la couverture de Van Dongen de Voyage en kaléidoscope. Il s'est empressé de le rééditer, il me semble, par un éditeur de la rue Saint-Jacques à Paris. Il me semble d'ailleurs qu'il existe toujours cet éditeur. Est-ce que je vais vous retrouver son nom? Bref, il doit être au 30 de la rue Saint-Jacques. Bref, il y a eu une première édition, donc à nouveau en 1970, je crois. Ensuite, à nouveau épuisé, comme par hasard. Et ça n'est qu'en 1997 que je sais plus si c'est Folio ou une autre édition bleue assez fine, qui a décidé de réimprimer cet ouvrage. Et comme par hasard depuis, il est encore à nouveau disponible, difficile à trouver. Vous pouvez le trouver que d'occasion, il me semble. Il est en rupture de stock.
comme par hasard, en 2020, hein, vous voyez. Et voilà, c'est très étrange tout ça. Alors on va vous dire, ah ben non, 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 et non, ça n'a pas été vraiment censuré parce que tu peux toujours le trouver. Oui, mais l'accès est très fortement limité, c'est-à-dire qu'il faut être très motivé pour trouver ces ouvrages, hein. Et puis faire le lien. Vous voyez, par exemple, moi, je suis capable, en ayant vu le film obscur Hills de Jean-Jacques Simon, de faire le lien entre Irène Erlanger et André Ardelais, mais il y a combien de personnes comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, bah, dans 1 ou 2 générations, plus personne ne saura. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, c'est pas du tout du délire tout ça. Qu'est-ce que ça vous explique? Ça vous explique que Irène Erlanger, elle est probablement morte pour ce qu'elle savait et surtout les sujets dont elle avait osé parler dans son ouvrage. Elle était bien trop en avance, c'est-à-dire, je pense que certaines élites là, les élites dont on parle, elles sont pas embêtées quand on fait une fuite, je sais pas moi, comme Jacques Attali par exemple, qui parle de ce qui arrivera dans 5 ans, ou j'en sais rien, ou de quelqu'un qui dit, voilà, technologiquement, ça, dans 1 an, ça sortira. Ah oui, ah tiens, oui, il avait raison. C'est pas grave ça fuite, le timing est bon, c'est pas un souci. Et ça permet même de faire du predictive programming, c'est-à-dire, ça permet même de tester sur les gens, voir s'ils se souvenaient qu'on leur avait parlé de ça, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas le cas, je vous laisse vous renseigner sur le predictive programming. Mais, en fait, voilà, quand ça fuite, et que le timing est, vous voyez, c'est à 6 mois près, 1 an, 5 ans, c'est pas très grave. Mais quand les choses sortent sans leur consentement, 50 ans ou 100 ans avant, alors là, il y a un problème. Donc, c'était la mort pour Irène Erlanger, et André Ardelais, bah, ils ont plutôt choisi l'oubli, hein, puisque c'était un écrivain populaire pour les Français, mais il était surtout connu comme poète, et puis il a écrit d'autres ouvrages qui étaient moins politiques, moins profonds. Donc, voilà. Parfois, il vaut mieux... vous voyez que le feu s'éteigne naturellement plutôt que d'attiser les choses. Donc, André Ardelais, il s'est perdu dans les méandres de l'oubli, mais... Voilà. Vous avez un petit peu compris que... Ils ont facilement 50 ans d'avance, mais c'est même pas l'avance, puisque c'est eux qui savent ce qui existera dans tel nombre d'années. Donc la question c'est, comment ont-ils ces technologies à des périodes très reculées? Ou alors, est-ce qu'ils ont déjà les technologies et ils font en sorte toujours de garder 50 ans d'avance par rapport aux technologies grand public? Ou alors, est-ce que ils distillent petit à petit, à travers les siècles, les technologies de manière sporadique et progressive, pour qu'on ne puisse pas être choqué et qu'on trouve ça naturel, entre guillemets, dans l'avancement de l'humanité. Et bon, dans ce cas-là, il faudrait parler d'élites qui sont peut-être pas de ce monde-là, ou de la même énergie que nous, je ne sais pas comment dire. Mais toujours est-il que donc le film d'après le roman de Ardelais nous présente un petit peu ce qui ressemble à des hommes en noir, hein. D'ailleurs c'est ça, hein. Ils sont en noir, ils ont la cravate et ils sont toujours là pour intervenir quand les choses sont importantes. Un petit peu de la même manière que dans le film L'Agence avec Matt Damon, dont je vous ai souvent parlé, sauf que bon, dans ce film L'Agence, on nous parle plutôt c'est des sortes d'anges gardiens, mais quand même ils supervisent l'humanité, hein. Il y en a un qui est bon, mais les autres, on sait pas, quand même. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts juste pour coller au plan, entre guillemets. Et ce plan-là, est-ce qu'on parle du plan de Dieu ou est-ce que c'est un plan extraterrestre? Vous voyez? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.